dernier conseil des ministres, on va dire les comptes rendus du conseil des ministres du week-end dernier continuent à susciter des réactions dans la classe politique. Le président de la République a pris à partie quelques décisions prises par les cours et tribunaux. Il a été très sévère à travers son analyse et il a dénoncé ce qu'il qualifie de décisions peu hasardeuses et qui donnent lieu à une certaine théâtralisation. Est-il la personne par qui les critiques contre les pouvoirs judiciaires doivent venir? Est-il celui qui a prétention à amener des réformes depuis qu'il est là à la tête du pays? Ça fait aujourd'hui près de 4 ans et quelques semaines. Est-ce que Félix a réussi à réformer le secteur, l'appareil judiciaire? Est-ce que ces critiques tombent très mal? Nous allons nous interroger pour tenter de comprendre la volonté qu'il y a entre la dénonciation d'un président de la République et les efforts qui sont fournis pour améliorer les conditions de travail de nos juges. Il a exactement dit ceci, des décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation. 4 ans au pouvoir, quel est le bilan de Félix Tshisekedi par rapport à cette situation qu'il a lui-même qualifiée d'amertume? Voilà, on va quitter ce secteur pour aller cette fois-là parler du secteur de délivrance de certains documents de l'État. Il s'agit des passeports, des permis de conduite, des titres académiques imprimés de valeur. Félix dit qu'il est inadmissible que la délivrance de ces documents puisse prendre autant de mois. Il ne comprend pas pourquoi cela ne change pas depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Encore une dénonciation de plus ou de trop. Nous allons nous interroger tout au long de cette émission, savoir les responsabilités de ces régimes. Est-ce que le système a continué? Est-ce qu'il y a pire qu'avant par rapport à la délivrance des diplômes d'État, des titres académiques, des permis de conduire ou même des passeports? Voilà. Et puis, il y a au moins 345 millions de dollars américains que le gouvernement a prétendu avoir décaissé et alloué à l'organe qui organise les élections. Il s'agit de la Commission électorale nationale indépendante. Et nous allons savoir si, avec ces fonds, il y a une certaine volonté qui se dégage d'obtenir les élections à la date prévue. Mais il y a d'abord cette polémique autour de la fermeture de certaines stations de carburant. Oui, on a vu sur les réseaux sociaux, comme dans certains médias traditionnels, que les pétroliers étaient en train de menacer de fermer certaines stations-service. C'est parce que le gouvernement n'honore pas ses engagements? Non. Rétorque le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui dit le contraire. Il n'y a rien. La situation est sous contrôle à Kinshasa. Voilà. On va dire un mot dans une heure aussi sur la situation à Kwamutu, mais aussi au niveau de l'état de siège où la situation n'est pas toujours sous contrôle, même si Patrick Mouyaya a avec fierté dit que la situation sécuritaire est globalement sous contrôle, comme si tout allait bien à Bunagana, comme si c'est l'administration congolaise qui continuait à fonctionner régulièrement et normalement au niveau de Bunagana. Nous recevons pour vous après 3 semaines, parce que certaines personnes m'ont dit « Mais pourquoi tu reçois beaucoup Alain Bolodjoa de temps en temps, il est là ?» Mais c'est l'actualité qui l'exige, c'est ses idées, sa manière de voir les choses, sa pertinence qui voudrait qu'il soit avec nous de temps en temps, mais pas parce qu'on l'aime beaucoup. Et même si on l'aimait, on l'aime parce qu'il fait de bonnes analyses et il donne ce qu'il a pour sa nation, il éveille la population, donc il a le droit d'être avec nous dans la chaîne La Liberté. Encore une fois, merci de nous rejoindre à la chaîne de télévision Patrick Lokala TV. Merci de vous abonner, ça évolue tous les jours. Dans quelques jours, on sera à 5 000. À partir de 10 000, on va voir si on va devoir changer de nom. Mais au moins, nous sommes encore là. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que vous êtes le président national du parti politique en gestation Levons-nous et Bâtissons. Vous partagez certaines idées de la coalition Lamuka, désormais en linette. Hein? Non, c'est juste pour un temps. Quelles sont les motivations? Du coup, vous êtes en linette. Hein? Ouais, oui, je suis étonné de vous voir en linette. Hein? C'est juste un problème de santé qui va passer. Qui va passer. Hein? Oui. Après, tu vas abandonner les lunettes. Comme d'habitude. Très bien, je suis très content de vous voir et de vous retrouver. Alain Bolodjoa, on va commencer, on va dire juste un tout petit mot sur la situation de Bunagana. C'est quand même une situation sécuritaire.
Bunagana, Kwamotu. Globalement, on parle d'une main noire qui tend tout simplement à perturber le fonctionnement du pays jusqu'à conditionner la tenue des élections, à rendre hypothétique, c'est ça le concept que j'allais utiliser, la tenue des élections en 2023. Vous croyez à cette thèse d'une main noire qui travaille pour rendre hypothétique la tenue des élections, ou vous croyez à autre chose, par exemple les capacités de ceux qui nous dirigent à assurer l'intégrité territoriale et par conséquent cela peut entraîner des conséquences sur le calendrier, bon on va dire le calendrier constitutionnellement reconnu par la loi fondamentale. Bon, moi je crois que nous devons analyser cette question avec sérieuxité et ne pas nous laisser emballer par le propos captieux développé ici et là. La question que nous devons tous nous poser, s'il n'y a pas élection, qui gagne? Qui perd? Le peuple perd. Ceux qui sont au pouvoir gagnent, justement parce qu'ils vont proroger leur mandat en violation du grand principe de la Constitution. Et donc, s'il y a une main, oui, certainement qu'il y a une main, mais la main n'est pas noire. Ça doit être le pouvoir. Parce qu'il n'y a que le pouvoir qui peut profiter de la non-tenue des élections. Et donc, ils doivent apprendre à être plus sérieux que ce que nous présentent, hein, au risque de le considérer comme des gens qui sont dépourvus de valeurs morales, de valeurs cardinales qui doivent gouverner notre République. Lorsque nous prenons la situation qui sévit dans la partie ouest, ici nous parlons de Mai-Ndombe, et nous avons même appris qu'il y avait des tendances au niveau de Kwilu. Nous considérons par ailleurs qu'il y a plutôt un problème de dysfonctionnement de l'État. C'est ça, au fait, ce qui est à la base. Parce que moi, en tant qu'analyste, en tant que scientifique, en tant qu'apprenant dans le domaine sécuritaire, je ne peux pas imaginer qu'un pays puisse exister sans crise. Voyez-vous, il y a toujours des crises, surtout des crises sécuritaires. Ces crises-là sont inhérentes à toute vie, que ce soit au niveau des ménages, que ce soit au niveau de la superstructure qui est l'État. Et donc, ce qui est plus important, c'est de voir quels sont les mécanismes mis en place pour juguler cette situation. La gestion, l'anticipation, la gestion et l'anticipation. Et puis l'après-pouvoir, oui. Effectivement. L'après-crise, oui. Et fort malheureusement, on veut nous faire voir que c'était une fatalité. Non, ce sont des faits sociaux qui sont inhérents à tout fonctionnement des organisations. Ce que moi je viens fustiger, ce n'est pas le fait qu'il y a une crise. Non, c'est plutôt l'incapacité de l'État à dire à la population qu'est-ce qui se trame en réalité. Mais aussi l'incapacité de l'État à juguler la situation. Nous avons 450 tribus. Certainement que nous avons plus de 450 problèmes. Voyez-vous? Mais quels sont les mécanismes que nous mettons sur pied pour arriver à éponger les effets pervers de ces crises et même à aplanir les divergences afin que nous arrivions effectivement à redonner l'espoir à la population. Parce qu'il y a des déplacés, il y a des gens qui ont été tués. Et fort malheureusement, dans l'organisation de l'État, nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons les services de sécurité. Et vous allez vous rendre compte que pour tout service, il y a une finalité qui est recherchée. En ce qui concerne les services d'intelligence, ils sont là justement pour anticiper. Il n'y a pas eu d'anticipation, nous avons été fouettés, nous avons été surpris et fouettés par la situation, alors qu'il y avait possibilité d'anticiper avec les Redoka. Fort malheureusement, ils auraient donné l'information, ils auraient répercuté les renseignements tels que recueillis, et fort malheureusement, au niveau de l'État, ils n'ont pas donné assez d'importance. Il semblerait que la crise des terres a surgi il y a bien longtemps, depuis 2007, d'après certaines sources. Depuis 2007? Depuis 2007, il y avait déjà des tensions latentes qui existaient. Ce problème a été mal géré. Il semblerait que le chef coutumier de cette zone serait déjà en contact avec les dirigeants. Et fort malheureusement, le problème a été traité avec légèreté.
il semblerait que la province était déjà informée des tensions qui montaient. Et fort malheureusement, on n'a pas pris de bonnes solutions, de bonnes décisions au bon moment. Aujourd'hui que nous sommes en face d'un fait, qu'est-ce que nous devions voir? D'abord, voir les déploiements de militaires et de policiers, justement, pour imposer l'ordre. Et comme je l'ai dit souvent, nous nous battons pour la liberté, mais il n'y a pas de liberté sans ordre. Il n'y a pas d'ordre sans sanction. Il n'y a pas d'ordre sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans sanction. Ce qui veut dire que le fait seulement que l'État est défaillant, naturellement, on ne peut que voir cette situation perdurer dans le temps. Ce qui sous-entend quoi? La main noire dont on parle, Rita Bola dit par exemple que les dangers à la porte de Kinshasa, l'objectif c'est de déstabiliser le pays, ce n'est pas Kouamout qu'on a visé. Ça c'est la version officielle du gouverneur de Mai-Ndombe, Rita Bola. Non mais fort malheureusement elle est peu recommandable. Je ne vois pas quel est ce Congolais conscient qui peut prendre une telle personne au sérieux alors que l'État, déjà dans son fonctionnement, ne peut pas permettre à un gouverneur de tenir ce genre de propos. Déjà dans sa configuration, dans son organisation, ce n'est pas à un gouverneur de tirer ce genre de conclusions. Elle a pour mission de donner l'information par rapport à ce qui est vécu. Mais la conclusion sur la déstabilisation de l'État n'est pas réservée aux provinces. Ce n'est pas un gouverneur de dire que non, on veut déstabiliser l'État. Non. Est-ce qu'il y a déjà entendu un gouverneur tenir ce genre de propos? Ça ne peut pas se faire. Vous donnez à qui de droit les informations? C'est au gouvernement central de tirer ce genre de conclusions. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect de Kouamout qui peut mettre en mal l'instabilité de l'État. Non, il fallait plutôt fournir les informations. C'est au service de tirer des conclusions et c'est au gouvernement, le gouvernement central de faire ce genre de déclarations. Ce n'est pas un gouverneur. Essayez de vous imaginer. S'il y a des gens qui sont à Kouamout, si ces gens-là visaient effectivement la déstabilisation de l'État, attention, de l'État, ces personnes-là sont caractérisées par quoi? Quels sont les signes qui démontrent qu'effectivement, ils viseraient à déstabiliser l'État au niveau de Kinshasa? Il faut que nous ayons des informations. Rita Bola a la réponse. Hein? Non, mais si elle a la réponse, cela sous-entend qu'elle réfléchit plus vite que le gouvernement, parce que le gouvernement n'a jamais fait ces déclarations-là. Nous savons qu'il y aurait des tirets de ficelles par rapport à ces conflits qui nous est présentés ici, comme le conflit Teke-Yaka. Je ne pense pas que le Teke, comme le Yaka, viserait à déstabiliser l'État. S'il y a de main noire, c'est-à-dire qu'il y a une force occulte qui n'est pas maîtrisée par l'État, qui voudrait profiter de la situation. Parce que ce que l'État nous présente, ce n'est pas ce qu'elle dit. Si ce sont les Teke et les Yaka, les deux ont le droit dans l'État. Parce que ce sont des tribus qui apparaissent dans la liste des tribus reconnues par l'État. Deuxièmement, leur crise, c'est qu'eux revendiquent jusque-là, c'est un problème de terre. Ça n'a rien à voir avec la déstabilisation de l'État. Si les gens peuvent en profiter, soit ce sont les politiciens, soit ce sont les militaires, soit ce sont les étrangers. Mais jusque-là, aucun gouvernement qui a cité nommément qui sont derrière, qui sont les tirés des ficelles. Donc moi je constate qu'il y a effectivement une main, mais cette main n'est pas noire. Elle n'est pas noire. Cette main, elle est connue. Cette main, elle est connue. Apparemment, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Apparemment, ce sont ceux qui sont au pouvoir parce que nous ne voyons pas. Même vous n'avez pas la précision. Non, mais bien évidemment, personne ne peut avoir la précision. Attendez, des gens qui sont payés par l'État et pour l'État n'ont pas donné de précisions. Ce n'est pas à moi d'en donner. Il fallait plutôt qu'on nous dise, voilà, derrière ce qui s'est fait, c'est telle organisation. En ce moment-là, l'opinion va tirer des conclusions disant, certainement, il y a souci de déstabiliser. Parce que s'il y avait intention de déstabiliser entre les Teke et les Yaka, comment les Teke et les Yaka peuvent-ils déstabiliser l'État? Alors, je voudrais vous relancer avec, avec cette question, Alain Bolodjoa. Ici, l'idée générale qui se dégage, c'est la déstabilisation de l'État. Est-ce que le fait que Sud-Ubangui, il y a une présence signalée de forces rwandaises au niveau de la frontière avec la République centrafricaine, où on a signalé des Rwandais à la porte
de Sud-Bangui. L'info était à l'époque annoncée par l'ambassadeur congolais basé à Bangui. Plus tard, il a été rejoint dans cette position par les Redoc de là. Puis le gouverneur lui-même, je crois, avait affirmé et confirmé l'information. C'est un danger de plus, sans compter celui que nous avons à Bunagana où on parle désormais de l'occupation. On en est aujourd'hui à 100 quelques jours. Est-ce que ces foyers de tension, de stabilité ici et là ne viennent pas soutenir la thèse de la déstabilisation de l'État? Non, mais attention, ça risque d'apparaître comme un raccordement frauduleux par rapport à ce qui s'est dit, surtout au niveau institutionnel. Si l'État congolais nous dit que ce qui s'est fait dans le Kwamutu, il y a la main rwandaise, ça ne sera pas une main noire. Ça sera la main. Il faut que l'on nous dise qu'on a identifié des étrangers chez nous dans la partie ouest du Congo et plus précisément à Kwamutu. Les quelques éléments, on a vu, on nous a parlé de quelques personnes qui ne parlaient pas les langues locales. Non, mais qui ne parlent pas les langues locales, qui sont armés, qui viseraient à déstabiliser l'État. Si c'est ça la philosophie, qu'ils nous disent réellement que ce sont les Rwandais. Parce que si vous connaissez que ce sont les Rwandais, pourquoi parlez-vous alors de main noire? Non, la main noire, c'est lorsque on ne sait pas identifier les acteurs, les forces en présence. Ouais. Mais si vous connaissez ceux qui nous cherchent à déstabiliser le Congo, à partir de là, dites-nous la vérité. Parce que officiellement, vous dites qu'il y a une crise Teke-Yaka. Officiellement, c'est ce qui est dit. Mais en même temps, vous dites qu'il y a une main noire. Ce qui veut dire que vous êtes en train de voiler la vérité. Dites à la population, voilà, nous voyons la présence rwandaise chez nous. En ce moment-là, on saura faire l'analyse, une analyse croisée sur tout ce qui s'est fait pour que nous dégagions cette fois-là des renseignements susceptibles d'orienter nos actions. Lorsque vous faites allusion à réoriente, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe au Sud-Bangui et non, au regard de ce que eux nous fournissent. Il n'y a pas de corrélation. Au regard de ce que eux nous fournissent comme information, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Peut-être que nous qui spéculons, nous sommes en train justement de spéculer parce qu'on n'a pas de renseignements. Mais ceux qui ont la latitude, la responsabilité de nous fournir en information, eux-mêmes sont hésitants. Si la crise est Teke-Yaka telle que présentée, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de déstabiliser l'État. Peut-être que les gens veulent en profiter de cette crise pour atteindre d'autres objectifs. C'est en ce moment-là, c'est à eux maintenant de nous donner l'information. Chers amis, que ce soit la situation de l'Équateur, que ce soit la situation de Bunagana, que ce soit la situation de Minembwe, que ce soit la situation de Djougou, que ce soit la situation partout au niveau du Kasaï, qui ne sait pas que le Rwanda est derrière, pas sur la déstabilisation seulement, sur le miettement de notre République. C'est ça notre combat, nous l'avons dit. Même lorsque M. Félix Tshisekedi disait que c'était du fantasme, nous avons soutenu ces thèses pendant des années et des années. Nous connaissons les velléités du Rwanda. Ce sont eux qui ne maîtrisaient pas, ils veulent se ressaisir et au lieu de nous donner la vraie information, on crée la confusion. Si le gouvernement considère que le Rwanda est derrière, le gouvernement doit avoir le courage de dire à la population ce qui s'est fait. Et en réalité, pendant ces moments précis, il fallait que nous ayons le même état d'esprit. On doit dire à la population, préparez-vous, il y a des gens qui sont infiltrés, qui veulent déstabiliser les institutions, ce sont des Rwandais, et on doit se prendre en charge. Parce qu'au même moment qu'on nous présente le Rwanda dans la partie Est, au même moment, on accueille les Ougandais dans la même partie Est. Or, le Rwanda et l'Ouganda n'en font qu'un. Donc, quelque part, je considère pour ma part qu'il y a deux choix contradictoires qui nous poussent, nous, à comprendre que la main noire n'est pas seulement l'étranger, mais avec la complicité de ceux qui sont au pouvoir. Très bien Alain Bolodja. On clôture ce sujet, on prend un autre. Il y a des spéculations autour de la fermeture de certaines stations de carburant à Kinshasa. L'information a circulé, on a eu peur de connaître la crise qu'on a connue il y a quelques jours. Mais le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, a rassuré qu'il n'y a rien, la situation est sous contrôle. Alain Bolodja, est-ce que vous avez autre chose par rapport à ça? Parce que d'après certaines sources, on dit que le gouvernement est insolvable. On ne veut pas payer des 100 millions de dollars, les pétroliers menacent. De l'autre côté, on nous rassure. En fait, finalement, nous, on va croire à qui?
ne risquait-on pas d'être surpris comme on l'a été il y a quelques jours, de voir que les stations sont fermées et qu'on connaît une situation de crise des carburants à Kinshasa, avec tout ce que nous avons comme difficulté de transport? Bon, moi je crois que nous n'avons, je pourrais même parler en termes de chance. Nous n'avons pas de chance d'avoir des gens qui se comportent en invertébrés. C'est tout de même surprenant de voir qu'il y ait beaucoup de tâtonnements en matière de gouvernance. Il y a quelqu'un, je crois il doit être du pouvoir, fort malheureusement, qui a balancé une vidéo où le français était en file, justement pour attendre les carburants. Ils ont balancé cette vidéo. C'était à l'époque de la crise oui, ils ont balancé, ils ont dit que c'est maintenant, ça s'est fait maintenant. D'après c'est que on comme balance. Ça s'est fait ailleurs. Ouais, ça s'est fait présentement là. Ça s'est fait présentement là. C'est ça l'idée. Non, mais justement parce qu'ils ont une analyse un peu tronquée. Vous savez, la question ne doit pas être celle-là, de voir s'il y aura crise ou pas. Nous sommes déjà en crise. Nous sommes déjà en crise justement parce que les opérateurs du secteur continuent à revendiquer leur dû. C'est déjà une crise. Peut-être que la manière de se comporter, c'est-à-dire la manière le comportement des acteurs n'a pas encore changé, mais la crise, elle est là. Elle est réelle. Ce n'est pas de la fiction. L'État congolais qui a mis en place les mécanismes justement pour pallier au déséquilibre du marché, au regard de la structure de prix, n'arrive pas à prendre en charge cette réalité. C'est-à-dire qu'ils sont tirés entre le souci de ne pas frustrer les opérateurs et en même temps le souci de maintenir la stabilité du marché au regard du besoin de la population. Parce que le conflit ne concerne pas directement l'État. Le conflit concerne les vendeurs et les acheteurs. Le conflit, c'est entre les importateurs et nous, les consommateurs finaux. C'est nous qui sommes en conflit avec les opérateurs. Alors, l'État congolais en tant que régulateur, il vient justement pour essayer de trouver le juste milieu. Concilier. On dit, voilà, au lieu de vendre les carburants, par exemple, à 1,5 $, vendez à 1,25 et nous allons suppléer avec 0,25. C'est-à-dire que l'État paye à notre place. Mais si vous allez en profondeur, ce n'est pas l'État Félix qui paye. C'est encore nous. C'est nous qui payons. Comment nous le faisons? En payant les impôts, en payant les taxes. On défalque dans ce que nous payons pour compenser. C'est ça la régulation. C'est l'État toujours. C'est l'État. Non, je ne dis pas l'État Félix. Non, parce que les gens risquent de quoi? Non, mais attendez. Attends, nous sommes l'État. Oui, c'est lui maintenant. L'État de tous les États. Non, l'État organise. Voilà. Il organise. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme compensatoire. Oui, si c'est sa vision, cette vision date. C'est-à-dire que dans cette mesure, dans ces mécanismes de compensation, nous payons officiellement 1,25 $ le litre et nous payons de manière contournée ce qui manque. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'État ne peut pas être en incapacité de payer. D'honorer ses engagements. Voilà, c'est-à-dire que nous achetons le carburant. Dans la structure de prix, il y a des taxes qui sont défalquées, qui sont reprises dans la structure de prix. Lorsque nous achetons, au lieu que l'État dise aux opérateurs, ne me payez pas telle taxe, telle autre taxe, donnez-moi le tout. S'il y a augmentation, moi je veux vous retourner le peu d'argent en termes de manque à gagner. S'il y a manque à gagner, c'est bon. Mais s'il n'y a pas manque à gagner, l'État gagne. Alors comment peut-on expliquer le non-paiement? On vous parle de 200 millions de $. Attention, nous allons payer aux opérateurs 200 millions. Mais les opérateurs ne percevront pas 200 millions. Ah, mais comment? Ils vont percevoir 170 millions. 170 millions. Parce que M. Félix, c'est 30 millions. Non, mais c'est ce qu'on appelle la décote. La rétrocommission que M. Félix, c'est qu'elle aime tant. La rétrocommission? Alors que si aujourd'hui, nous décidons de mettre fin à cette aventure de rétrocommission, on va protéger 30 millions de $. Ce qui veut dire que nous, population, nous subissons le méfait de politiques polluées de ceux qui prétendent être au pouvoir. Ils n'ont pas la capacité d'anticipation. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent, allez vérifier dans les 9 pays voisins, quel est ce pays qui a la même situation que nous? Quelle est la particularité de cette situation?
On vous dit non, c'était la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. On vous dit non, voilà, c'est une situation générale. Mais commençons d'abord à analyser la situation du marché au niveau des autres pays africains. Combien de pays africains ont la même situation? Il n'y en a pas assez. Alors, ne donnez pas l'impression comme si nous sommes le seul pays. Le pays qui dépend de l'Ukraine en termes de céréales sont fouettés. Mais nous, dépendons-nous du carburant de l'Ukraine ou de la Russie? Non. Je vais faire évoluer l'échange, Alain Bolodjoa. Si je vous comprends bien, vous affirmez la thèse selon laquelle l'État est insolvable vis-à-vis des pétroliers. C'est ce qui s'est dit. Les rumeurs qui se racontent seraient vraies. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous relancer avec une autre question. Maintenant, est-ce comme l'État est incapable de bien gérer le secteur, honorer ses engagements, est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme pour que finalement les pétroliers puissent facturer les produits pétroliers à la hauteur de ce qu'ils gagneraient comme bénéfice, plutôt que de passer par l'État qui parfois n'honore pas les engagements, mais la population vient subir des conséquences au moment où les engagements pétroliers ne sont pas honorés par l'État. Est-ce que l'État ne peut pas céder complètement le monopole de la fixation de prix avec tout ce qu'il y a par rapport aussi à l'évolution des flux internationaux pour que nous-mêmes nous puissions prendre en charge, pour que notre argent ne puisse plus passer par l'État qui paye pas normalement les subventions, surtout avec des rétentions de 30%. Bon, moi je crois que si nous réfléchissons en économiste sérieux, ça serait la meilleure approche. À ce moment-là, le lutte serait revu à la hausse. Hein? Non, mais non, à la hausse comme aussi à la baisse, ça dépend du comportement de ça dépend de la conjoncture internationale. Parce qu'il peut y avoir baisse de prix en international, mais ici, le fait que le marché est régulé, il faut attendre à ce que la structure de prix, l'organisation en charge, la cellule en charge de la structure de prix puisse se rencontrer et élever l'option. Voilà. Et même arriver à la fixation au niveau du ministère de l'économie. Ce qui est vrai. Si nous nous décidons aujourd'hui d'appliquer le prix réel à la pompe, on va aussi changer le fournisseur. On va changer le fournisseur. Le fournisseur, parce que apparemment, je ne dis pas que c'est vrai, apparemment, le carburant que l'on nous vend, apparemment, est plus cher que le carburant que l'on vend au niveau du Congo-Brazza et même au niveau de l'Angola. Ah, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Comment expliquer qu'au niveau du Congo-Brazza, le litre du carburant se vend à moins d'$1. Moins d'$1. Au niveau de l'Angola, c'est encore moins d'$1. Mais ici, chez nous c'est à 1,25 $. Chez nous, la monnaie a perdu sa valeur. Non, mais ce n'est pas seulement en termes de monnaie. Non, mais attention, attention. Ouais. S'il s'agissait de la monnaie, le prix en dollars allait rester fixe, mais c'est le prix en francs congolais qui allait varier. Mais ici, chez nous, il y a augmentation et en dollars et en francs congolais. Nous achetions un litre de carburant à $1. Lorsque le dollar était à 19 500, on achetait le carburant à 1950. Aujourd'hui, nous achetons le carburant pratiquement à 2700. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation en francs congolais et même en dollars. Nous sommes déjà dans le 1,35. Ce qui veut dire que cette augmentation ne peut pas se justifier du fait que, au niveau de la concurrence, il y a possibilité d'avoir, n'est-ce pas, d'avoir de moyens, de nous approvisionner auprès de pays qui ont la possibilité de nous aider à avoir ces carburants. Donc, tous ces éléments-là, mis ensemble, ça démontre qu'il y a un problème de choix. Il y a un problème d'orientation par rapport aux politiques. Si on applique la situation, le prix réel du marché, c'est vrai qu'à un certain moment, la population, parce que c'est un domaine... Non, on peut être perdant, mais là, maintenant, il y aura une sorte de régulation en termes de stabilité du stock. Voilà. C'est-à-dire que le fait seulement que les gens savent que si j'achète mon carburant, il y a un marché, il y a une demande qui est croissante et en même temps, ça varie selon les réalités du marché. Qu'est-ce que nous allons constater? Lorsqu'il y aura baisse de prix en international, nous achetons. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Ça dit que ça se fera automatiquement. Au lieu d'attendre à ce que le rôle des régulateurs. Non, l'État peut réguler, mais pas de manière drastique. Parce que ce qui se fait là, c'est l'État qui s'impose.
Voyez-vous, l'État vous dit, voilà, vous devez vendre, et ce qui est en même temps contradictoire. L'État exige des taxes et impôts exorbitants, et en même temps, il joue sur la réduction de prix en recourant à ces mécanismes-là. Pourquoi ne pas alléger les charges d'exploitation aux importateurs? Les allégements fiscaux. Comme ça, on aura la facilité de réguler le marché et permettre à ce que la population. La difficulté maintenant, c'est que toute décision politique qui touche à l'économie touche directement à la stabilité des fibres sociales. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les importateurs fixaient le prix aujourd'hui à 4 000 francs le litre, Félix Sekei ne sera plus président. Ah bon? Je vous dis, mais non, mais il y aura grande sociale. Il y aura tension. Parce que le Congolais savent que... On évolue petit à petit. Ah non, voilà, mais lui ne sera plus. On n'est pas loin de 3 000. Non, mais lui ne sera... Non, mais effectivement, mais voilà. C'est-à-dire que de manière progressive, séquentielle, voilà, ils font une augmentation. Mais cette augmentation n'énerve pas jusque-là le consommateur parce que c'est fait de manière méthodique. Mais si on le fait de manière brusque, Félix Sekei ne sera plus président. Très bien. Alors, on va changer de sujet. Est-ce qu'on peut comprendre que l'État, par rapport à ce secteur, travaille contre le peuple? Non, l'État est défaillant. L'État est défaillant. L'État n'a plus sa capacité, des aptitudes pour s'assumer. L'État n'est plus en mesure de donner de grandes orientations. Ce sont là les politiques publiques. Parce que la finalité des politiques publiques, c'est quoi? C'est de résoudre le problème social de base de la population. Il suffit seulement de voir le comportement. Vous savez, j'avais l'autre fois insisté sur un fait, l'effet psychologique. Voyez-vous, à partir des rumeurs, on peut pousser les gens à acheter au-delà de leur consommation régulière, justement pour anticiper sur l'éventualité de carence en carburant. Lorsque la demande s'accroît sur l'effet psychologique, naturellement, ça réduit la capacité de consommation, la capacité de stockage, et ça met aussi à nu le faiblesse du marché. En ce moment-là, on va trouver qu'il y aura la réflation de produits, et naturellement, ça va jouer sur le prix. Donc, il faut qu'il y ait de politiques publiques cohérentes. Si la thèse de non-paiement continue à être développée, cela sous-entend que le ministre en charge de l'hydrocarbure ne travaille pas en osmose avec le ministre en charge des Finances. Soit le ministre en charge des Finances considère que ce package de 200 millions serait trop, ce qui sous-entend qu'il soupçonne son collègue d'avoir manigancé sur le chiffre, et naturellement ça crée un conflit d'intérêts. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que le ministre en charge des Finances conditionne les paiements par rapport à ce que nous connaissons, et là, le ministre de l'hydrocarbure, cherchant à résoudre le problème dans son secteur, ce qui veut dire qu'il y a un conflit. Et ces conflits entre les deux ne peut pas arranger l'État, certainement que ce sont des conflits inter-individuels, des conflits d'intérêts entre les deux. Où serait le Premier ministre à ce moment? Non, mais quel Premier ministre? Sama Lukonde Kenge, Jean-Michel. Lui, il ne fait que de la figuration. Hein? Il est plus assistant que Premier ministre. On ne les sent pas. C'est le Premier ministre. Bon, peut-être que lui, il est un peu doux, hein, comme un séminariste. Hein. Ah, si, il est doux, donc, ce qui veut dire qu'il est incompétent. Il est un peu doux comme un petit séminariste. Bon, voilà, on va changer de sujet, Alain Bolodjoa. Je vais vous lire cet extrait du Conseil des ministres dernier de ce week-end, au cours duquel le président n'a pas été assez tendre vis-à-vis du pouvoir judiciaire, hein, dans sa globalité. Je vous lis rapidement cet extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. Il revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal. Ça, c'est Patrick Mouyaya. S'invitant sur le banc des accusés à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi, scandaleusement à des actes ou à des comportements de certains acteurs judiciaires ainsi que des actions ou des décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, créant davantage
la méfiance la plus légendaire entre le peuple et la justice. Patrick Mouyaya, déclaration du président de la République. Votre réaction? Bon, au-delà du syntaxe, au-delà de l'intelligence langagière, au-delà de propos, de termes utilisés, je ne vois qu'un aveu d'échec. Un aveu d'échec? D'échec. Est-ce que les faits tels que relevés dans cet extrait sont faux ou vrais? Non, mais je ne vois qu'un aveu d'échec. Il suffit de lire l'article, ça doit être l'article 159 de la Constitution, l'article 149 de la Constitution, l'article 150 de la Constitution, pour vous rendre compte de la gravité de ce que M. Félix Tshisekedi vient de vous dire. Il vient de vous dire qu'il n'est pas en même de donner des orientations par rapport aux politiques publiques. Il y a une politique judiciaire. La politique judiciaire existe. Lisez très bien la Constitution. Le parquet dépend, dans une certaine mesure, du ministère de la Justice. Ouais. Et le président dit de la République a une mission par rapport à la justice. Le président de la République a une mission par rapport à ça. Lorsque vous lisez l'article 149 de la Constitution, on vous dit le jugement ou les arrêts sont rendus au nom du peuple, mais sont exécutés au nom du président de la République. Ce qui veut dire quoi? Le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que garant de la Constitution, il a pour mission de veiller sur la justice. Il suffit seulement de voir l'ossature de notre Constitution. De l'article 5 à l'article 67, on a énuméré un certain nombre de droits et libertés. Et on vous dit à l'article 149 et 150 que le juge, le cours des tribunaux ont pour mission de garantir le droit et libertés. C'est-à-dire que le cours des tribunaux ont pour mission de veiller à l'application stricte de la Constitution en ce qui concerne le droit et libertés. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi vous dit une fois de plus, ce n'est pas la première fois que la justice ne fonctionne pas normalement. Moi, en tant qu'un aspirant à la gouvernance, pour que nous ayons une bonne justice, il faut que nous ayons des gens qui sont pétris de valeurs. Et cela passe inéluctablement par le recrutement. Le recrutement, la nomination, la formation, l'affectation, la gestion des ambitions et la motivation. Dites-nous, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a déjà fait ou a pu faire depuis qu'il est au pouvoir pour que nous ayons une bonne justice? Pour lui, l'essentiel c'est de permettre les gens. Et la haute cour, c'est-à-dire que la plus haute cour, la cour constitutionnelle, est aujourd'hui en illégitimité. Justement parce que M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas le rôle de cour des tribunaux. Il a permis le juge de la cour constitutionnelle en violation de la loi. Il a éjecté le juge de la cour constitutionnelle en violation de la loi. La cour de cassation, le conseil d'État, la cour suprême de justice, comment on appelle la cour de cassation. Non, la haute cour militaire, le conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, ce sont devenus de bras séculiers de partis politiques. L'injonction politique a tendance à surplomber les missions dévolues à ces cours. Nous avons assisté dans ces pays où un juge prend une décision contestée par un ministre. La Cour constitutionnelle a statué sur le dossier contesté par un ministre, contesté par le président du Sénat. Il n'y a pas eu de réaction. Le juge de la Cour constitutionnelle voulait porter plainte contre M. Félix Tshisekedi en violation de leurs droits. Article 158 de la Constitution, article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire quoi? C'est M. Félix Tshisekedi qui a caporalisé la justice. Parce que lorsque Kabila était parti, la population pensait qu'effectivement, le fameux propos captieux développé par l'UDPS, l'état de droit, allait s'asseoir sur la justice. Il n'y a pas d'état de droit sans une bonne justice. Lorsque la Cour constitutionnelle prend des arrêts, vous rejetez de les appliquer. La Cour de cassation, la même chose. Le Conseil d'État, la même chose. Même lorsqu'on veut arrêter quelqu'un, il faut qu'on attende le mot d'ordre venant de la présidence. Combien de membres de la présidence qui sont cités dans la gestion
dans leur implication sur des dossiers judiciaires. Voilà, aujourd'hui, il vient encore pleurnicher. Mais allez voir, lorsqu'il était devant votre confrère Christian Lusakweno, avec votre consoeur de la RTNC, M. Félix Tshisekedi a érigé le même mur de lamentation. Aujourd'hui, une année après, il tient encore le même propos. Qu'a-t-il fait? Lorsque vous voyez le conseiller s'ingérer sur des questions judiciaires, il y a des gens qui sont arrêtés sur recommandation d'un parti politique. Vous avez vu ce que M. Kabound avait fait à Jean-Jacques Mamba. Il a comploté quelque chose. On est allé arrêter Jean-Jacques Mamba. On l'a amené devant la Cour de cassation en culotte, en violation de ses droits. M. Jean-Marc Kabound lui-même a été arrêté. Il a été jeté en prison. On a rappelé à la Cour de cassation que ce n'était pas la procédure. Aujourd'hui, où est-il? Il y a autant de gens. Abdallah Bileng, il a été condamné pour 20 ans. La même justice sur orientation de la classe politique. Pour que le juge fasse très bien leur travail, il faut le rendre indépendant. Et voilà pourquoi l'article 159 vous dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif, exécutif. C'est ça l'esprit de la Constitution. Mais pourquoi les magistrats doivent-ils attendre d'obtempérer sur les ordres donnés par le pouvoir exécutif? Comment voulez-vous que les juges qui sont appelés à être indépendants dépendent de ceux d'humeur de la classe politique? Ce qui veut dire que vous avez dompté l'appareil judiciaire. Allons voir, dans une approche du budget, le budget de fonctionnement des institutions. L'institution président de la République, qui est une institution singulière, à elle seule, a droit à 35% du budget national. 35%. Du budget de fonctionnement des institutions. 35%. Le Parlement a droit à un bon pourcentage. Mais allez voir le cours des tribunaux. Ils n'ont droit qu'à 20%, mais ils n'ont jamais consommé l'argent prévu dans leur ligne de crédit. Jamais. Ils n'ont même pas atteint 70%. Ça faut acquis. Non, mais justement parce qu'il ne fait pas bien son travail. Comment voulez-vous que le magistrat, qui sont appelés à trancher sur de grands dossiers, puissent le faire en âme et conscience, puissent le faire sans être influencés par quoi que ce soit? Lorsque vous clochardisez le magistrat, lorsque vous les amenez à vivre cette vie de précarité, lorsque vous voyez un greffier toucher moins de 400 000 francs, moins de 200 $, lorsque vous voyez le magistrat toucher moins qu'un député, mais ce sont les magistrats qui traitent sur le dossier. Le fait seulement qu'il y a implication politique, influence politique dans les décisions. Le fait seulement qu'eux-mêmes sont dans la précarité. Le fait seulement que le recrutement ne tient pas compte de la qualité. M. Félix Tshisekedi vient de lancer les recrutements de magistrats. Vous avez entendu, vous avez vu. Comment quelqu'un qui veut être magistrat, pour trancher sur les litiges, vient en corrompant? Ça s'est dit déjà. Il y a des listes qui sont établies. Il y a des recommandés. Comment voulez-vous qu'un recruté dans l'immoralité est déjà mauvais? Non, mais bien évidemment. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, ne comprenant pas les enjeux, il vient nous amener dans cette bourde. Mais moi, je pense. Qu'y a-t-il de si mal si un chef de l'État dit que en quoi est-il chef de l'État? Il a été élu. On ne va pas revenir sur les débats. En quoi est-il chef de l'État? Il a été élu comme président de la République. Voilà, vous avez été à la Cour. Mais il n'a pas été élu. Personne n'a été démocratiquement élu. Personne n'a présenté. On n'avait même pas besoin de présenter les preuves parce que la loi n'était pas respectée. Voilà. Alors, où est le mal si un président de la République, dans sa sincérité, comme le disent souvent les unions sacréens, que le chef est très sincère, il a pris quand même un tableau, tout le monde est convaincu que la situation ne va pas bien. Où est le mal, Alain Boulodjo? En plus de cela, est-ce que devrait-il faire un état des lieux de ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir dans les secteurs du pouvoir judiciaire, ou devrait-il seulement s'arrêter à la dénonciation, même si vous-même vous avez dit qu'il y a quand même des recrutements qui se font? Non, mais moi je vous dis, le plus grand malheur, aurait dû être fait? Le plus grand malheur n'est pas dénoncé et procéder par le des plus réformes. Grand malheur, plutôt que de dénoncer, entre-temps, il amorce quand même, il fait des efforts pour que les choses s'améliorent. Non, mais attendez, si celui qui prétend
c'est lui que vous présentez comme chef de l'État. C'est lui qui est. C'est lui que présente. C'est lui que vous présentez. Qui est le président. Non, il est le président des faits. C'est lui que vous présentez. Aussi. C'est lui que vous présentez comme chef de l'État. Si lui se donne le luxe de se lamenter, que ferait alors dans ces cas la société civile? Non, il prend la posture de la société civile. Monsieur, vous n'avez pas le droit de vous lamenter. Agissez. 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 Ce n'est pas à vous de vous lamenter. Je vous dis, moi je suis parent. Quand j'arrive à la maison, il n'y a pas de peine, je ne me lamente pas. Non, il faut reconnaître que notre papa a toujours été sincère. Quand il arrive à la maison, il vous dit, non, voilà, mes enfants, et depuis le matin, vous n'avez pas mangé parce que votre maman n'a pas su préparer, justement. Non, non, monsieur, ce n'est pas à vous de vous lamenter. Laissez les enfants se lamenter, vous trouvez des solutions. Si vous trouvez que vous êtes incapable, alors, rendez les tabliers. Quel est ce président sérieux qui se lamente? Si lui se lamente, nous allons faire quoi? Voilà pourquoi je comprends pourquoi pas lamenter. Je comprends. Il a dénoncé. Non, lui ne peut pas dénoncer. Il ne peut pas que dénoncer. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Il vous a dit que la justice est devenue une mafia. Il vous l'a dit. Il vous a dit qu'il n'avait pas confiance. Il était surpris de voir des gens qui étaient nommés par lui ne pas faire ce que lui veut. Monsieur, les juges ne viendront pas faire ce que vous voulez, mais ce que la loi veut. Il veut robotiser l'appareil judiciaire. Il veut utiliser le juge comme le joueur de Nintendo. Ce n'est pas ça leur rôle. Laissez les juges être indépendants. Et si le juge deviendra indépendant demain, la première personne qui devait arrêter, ça devait être M. Félix Tshisekedi. Entre le silence de Joseph Kabila, qui n'a jamais et alors jamais dénoncé la justice. D'ailleurs, Kabila soutenait toujours la justice. Voilà, il y a des efforts qui sont fournis, nous allons améliorer, il y a des choses, mais croyons qu'il y aura un changement. Et Félix, qui dénonce, qui nous montre la réalité telle qu'elle est. Qui a la meilleure approche entre ni l'un ni l'autre. Celui qui dénonce. Ni l'un ni l'autre. Ouais. Un président de la République ne couvre pas les bêtises. Un président de la République ne dénonce pas. Un président de la République amène des réformes. Ni l'un ni l'autre. Alors, quelle est l'attitude de la justice? Bon, les acteurs judiciaires, après avoir appris ces propos de Félix Tshisekedi. Non, mais ils se moquent de lui. Ils comprennent qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Il y en a qui disent que voilà, ils se disent humiliés parce que le président a jeté un discrédit sur leur boulot. Non, mais attendez, attendez. Ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. Pour quelle raison? Je vous dis, M. Félix Tshisekedi, c'est comme un parent démissionnaire qui ne sait pas prendre en charge les dépenses existentielles de ses enfants, mais qui voit quand même les enfants s'acheter des habits, les filles venaient avec des iPhones, et puis il se dit, non, voilà, mes enfants deviennent impolis. Messieurs, c'est normal, parce que vous êtes incompétents, vous êtes incapables. Un bon parent doit comprendre ce que vaut l'éducation, doit orienter ses actions par rapport aux besoins. Prenez ce que M. Félix Tshisekedi dit. Lorsque M. Mouzitou avait publié l'une de ses tribunes sur la répartition du budget de l'État en termes de fonctionnement, il avait insisté sur les inégalités qu'il y avait entre l'appareil judiciaire et le pouvoir exécutif. Il faut que M. Félix Tshisekedi vous dise, lorsqu'il y a dépassement à la présidence, cet argent vient d'où? On ponctionne, hein? Ah, voilà! Voilà, il a ponctionné chez les juges et les magistrats. Non, mais attendez. Non, essayez de vous imaginer ce que nous coûte un magistrat. Comparez le salaire d'un magistrat au salaire du huissier à la présidence. Un magistrat toucherait combien? Non, mais un magistrat touche dans les 750 $. Et un huissier de la présidence? 3 400 000, 1700 $. Voyez-vous? Ils accompagnent le président quand même. Non, mais voilà, comme ils accompagnent le président, la prestation d'un huissier à la présidence vaut 3 fois plus que le magistrat. Naturellement, le magistrat ne peut pas perdre son temps à rendre service à un État qui ne considère que les gens qui font preuve de la main, qui ne font pas la promotion de leur cerveau. Alain Bolodjoa, est-ce qu'après ces dénonciations du président, des dénonciations fermes du président de la République sur les comportements de certains acteurs de la justice, il a voulu parler des juges, va finalement les décourager à ne pas se livrer à des scènes de théâtralisation, un peu comme Mbossa dit, nous sommes à la théâtre traité. Justice pèse à la théâtre traité.
président a emprunté un peu le mot de Mbosso. Oui, comme d'habitude, c'est un copiste. Est-ce qu'ils vont décolérer? Est-ce qu'ils vont déchanter par rapport à ces comportements hasardés et théâtralisés? Non, cher ami, le théâtre, c'est ce que M. Félix Tshisekedi vient de faire. Je l'ai démontré ici. Il ne suffit pas seulement de dénoncer. Qu'a-t-il mené comme réforme? Est-ce qu'il comprend déjà les enjeux? Nous avons vu des gens être arrêtés à 11h et être libérés à 11h30. Qui a fait libérer Dieudonné Lobo? On lui a accordé une liberté provisoire. Non, mais sous pression. Qui a fait libérer? Quand on libère sous la pression. toujours Non, sous mais pression. attendez. Le monsieur qui était chargé de gérer, comment on appelle, la compétition là de la francophonie. Le jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie. Le DJ. Il est où? Il a fait une boîte là en Europe, j'aurais appris. Voilà. Qui l'a fait sortir? Ce sont les juges. Qui a obligé à ce que M. Quel est ce juge qui a déjà renoncé à ça et dénoncé le fait? Non, mais attendez, c'est ça. Je ne dis pas, moi je ne viens pas dédouaner les juges. Il participe d'une certaine façon. Je ne viens pas dédouaner les juges. Mais je considère pour ma part, tous sont dans le même lot. Tous. Il n'y a pas l'immoralité qu'au niveau des juges, même au niveau de l'exécutif. Qui détourne l'argent? C'est l'exécutif. Qui libère les gens? C'est ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi vient de vous dire que nous sommes dans un environnement pollué. Si les juges qui sont appelés à garantir les droits et libertés sont manipulés à souhait, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que le pays est pourri. Alors, lui qui gère un pays dont l'acte de décès a déjà été signé par lui-même, il vient encore une année après nous brandir la faiblesse de la justice et en même temps, lui-même est l'un des acteurs qui nous impose cet état de choses. Je me dis, ça c'est exactement du théâtre. Un chef ne se lamente pas. Alors, un chef agit. S'il n'agit pas, voilà, je dis, il est co-auteur. Question directe, réponse aussi directe. Alain Bolodjoa, c'est quoi la suite à réserver à ces dénonciations du président sur les comportements de certains acteurs du pouvoir judiciaire? Non, il va falloir attendre la deuxième série. Quand il va arriver pendant les élections, il va vous dire, non, voilà, j'ai tenté de faire des choses. Fort malheureusement, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Comme l'a dit son maître, il va nous ressasser le même discours. C'est qui son maître? Mais c'est lui qui a fait de lui ce qu'il est. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, je me dis, nous sommes mal partis. Si nous avions des dirigeants sérieux, il fallait réformer la justice. Vous savez, on peut tout dire. Nous avions à une certaine époque la Cour suprême de justice, que nous avons fractionné en 3. Ça veut dire que sur le plan organisationnel, nous avons pu donner des orientations par rapport à la justice. Ce qui restait, c'était quoi? C'est de la moraliser le magistrat, le juge. Et cela passait inéluctablement par la prise en charge de leurs besoins existentiels. Vous ne pouvez pas demander à un juge de marcher droitement alors qu'au même moment, c'est la politique qui lui donne les dossiers. On vous dit non, voilà, on veut faire partie un DG, il faut que vous l'arrêtiez, voilà, il y a des dossiers. Sur le bribes d'information, on l'arrête. Ce qui est surprenant. Je vous donne juste un cas. Monsieur Jimmy Kitenge, il est aujourd'hui en prison. Vous savez pourquoi l'affaire n'est pas encore fixée? Pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir des éléments de preuve. Ah oui. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un en prison et maintenant là, on cherche à constituer des dossiers. Mais entre-temps, il est très malade. Il est en prison. Mais il est malade. Non, non seulement malade, mais il est en prison. Il pouvait être malade en dehors de la prison. Il est en prison. Et on nous dit qu'il serait empoisonné. Par qui? Ridicule. Nous compatissons avec Jimmy Kitenge qui est détenu arbitrairement au niveau de la prison de Makala. Moi, je l'ai dit et je dénonce. Moi, je n'ai pas peur de gens. Alors, on va quitter ce sujet de la justice pour reprendre une seconde dénonciation du président de la République. Il dit qu'il est inadmissible que la délivrance des documents qui matérialisent l'autorité de l'État, passeport, permis de conduire, titre académique et scolaire, imprimé de valeurs, devienne une question de mois, voire des années. Voilà, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Le Bolodjoa.
Soyons honnêtes. Soyons tous honnêtes. Vous dans la situation, vous dites que c'est... Non, mais il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Soyons honnêtes, soyons sérieux dans ce que nous disons. Lorsque moi j'ai fustigé le fait qu'il n'y avait pas de permis de conduire, qui m'a soutenu? On m'a traité de jaloux, de tribal. Là, il vous a rejoint. Non, il me rejoint toujours en retard. Un enfant qui vient répondre à la question 4 heures après l'examen, est-il intelligent? Hein? Mais ce fait, c'est qu'il se rend compte aujourd'hui qu'il y a un problème des imprimés. C'est aujourd'hui qu'il se rend compte qu'il n'y a pas de permis de conduire. Ça prend de mois. Non, mais attendez, lorsque lui conduisait son tricycle, il n'avait pas consulté son permis. C'était déjà expiré, monsieur. Lorsque je ferai des émissions pour vous dire qu'attention, il y a un problème de permis. Alors dites-moi, lui qui prétend, qui est présenté comme chef de l'État. Il est le président. Qui est présenté comme chef de l'État. Le président de la République. Des faits. Lui qui est présenté comme chef de l'État. Dans ses politiques publiques, quel est le texte qui réglemente le secteur, la circulation? Quel est le texte? Que disent ces textes-là? Parce que ça doit être le code de la route. Qu'est-ce qui est dit en rapport avec ceux qui conduisent, ceux qui pratiquent le route là? Ils doivent avoir le permis, ils doivent avoir leur carte rose, les documents du véhicule. Ils doivent poser la question à la DGI. La dernière fois qu'ils ont délivré la carte rose, c'était en quelle année? En quel mois? Mais ce fait, c'est qu'il ne sait même pas que les véhicules qui viennent d'entrer n'ont pas de carte rose. Alors dites-moi, il gère quoi? Il gère quoi? Celui qui n'a pas de permis est considéré comme un délinquant. Son chauffeur à lui, il conduit sur base de quel document? Nous tous là, nous n'avons pas de permis. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a rien compris. C'est ça l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des incantations. Et vous savez qui a mis M. Félix Tshisekedi au parfum de ce qu'il y a au niveau de l'EPST? Il y a une jeune fille à nous, une Congolaise, qui est à l'étranger, qui a fait une vidéo que nous avons partagée par ailleurs. Elle va répondre l'année, justement parce qu'elle n'a pas brandi son diplôme. C'est maintenant là qu'ils se sont ressaisis pour établir le diplôme. Attention, de 2015. Moi, le mien, je ne l'ai pas. Hein. Non, mais... Mon diplôme de essayez de vous imaginer. Une évaluation sommative qui vous donne l'accès à l'université. On vous dit, 10 ans, 7 ans après, c'est maintenant là qu'on va délivrer le diplôme de 2017. Alors posez-vous la question, quand est-ce qu'on aura le diplôme de 2019? Allez, on va finir. Ridicule. C'est la gouvernance la plus ridicule, la plus ignoble. C'est que nous devons rechercher. Une gouvernance potable. C'est possible. Il suffit seulement de laisser toute l'administration faire son travail. On va finir par... De laisser l'administration la latitude de faire son travail. Qui a interdit aux gens de mettre le permis de conduire? Vous savez c'est qui? C'est M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il considérait que dans le permis de conduire, il y avait une clé de répartition qui allait dans le compte de la famille Tshisekedi, de la famille Kabila. C'est lui-même qui l'avait. Le passeport aussi? Le passeport également. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il bloque. Et il n'y a pas de solution. Ils vous disent que les passeports sont vendus à 99 $. Je voudrais défier quiconque. Qui a dépensé 99 $ et qui a pu obtenir son passeport? Il n'y en a pas. Très bien. Alors... Toutes les politiques centrées essentiellement sur des mensonges, sur la légèreté dans la gouvernance. C'est quand même décevant. On va finir par ce sujet des élections en 2023. Le gouvernement de la République a débloqué une somme colossale de 345 millions de dollars américains pour le fonctionnement et les opérations de la CENI. Ce n'est pas ça qui m'importe. Il y a une vive polémique autour du docteur Mukwege, Alain Bolojwa. Docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, le repère national, a été pris à partie par un cadre de l'UDPS, M. Gilit. Monsieur Guy? Monsieur Gilit. Il est cadre de l'UDPS? Oui, il est de l'UDPS. Ce type-là est cadre de l'UDPS? Il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Non, il est de l'UDPS. Est-il cadre? Bon, il est le communicateur. Communicateur de quoi? De l'UDPS. Ah bon, il a été nommé. Ok. Il a pris à partie le docteur Mukwege, qu'il a copieusement, on va dire, insulté, critiqué de manière sévère. Et la partie qui ne m'a pas plu, c'est quand il parle de femmes violées, sans froid aux yeux, sans froid au dos. Vous touchez aux femmes violées, vous sabotez le travail du prix Nobel de la paix qui assiste nos mamans violées
à cause de l'incapacité de notre État d'assurer la sécurité. Vous vous permettez quand même de vous apprendre à Dr Mukwege. C'est triste de le constater. Alain Bolodjoa, on lui reprocherait de lorgner la présidente de la République en 2023. Conséquence, il est aujourd'hui copieusement insulté. Je parle de Dr Mukwege. On va finir par là. Bon, en tout cas, d'abord, je ne considère pas ces messieurs. C'est ce qu'on appelle des ratés de la société. Il a quel niveau? Lui et son chef, ils ont quel niveau? Vous savez, je n'ai aucun engagement avec le docteur Mukwege. C'est quand même un repère. Non, mais attendez. Nobel de la paix. Je n'ai pas je n'ai pas d'engagement avec le docteur Mukwege, mais j'ai du respect pour ces messieurs. Il a quitté le niveau congolais. Il est au niveau international. Il est classé parmi les citoyens références du monde entier. C'est-à-dire qu'il incarne en lui toutes les valeurs universelles de l'humanité, aujourd'hui dûment acceptées par la communauté. Sur le plan probité, on lui reproche des rimes. Il n'a pas détourné l'argent jusque-là, on n'a pas cette information. Sur le plan formation, calé, il est excellent dans son domaine. Et il est dans un domaine qui vient récupérer les victimes de la société. Voilà pourquoi on a fait de lui le citoyen modèle. On va étudier Dr Mukwege dans toutes les universités. Qui peut étudier Félix Sekedi? Et voilà ce qu'on pourrait qualifier de torchon. Ne comprenant pas les vrais enjeux, ils considèrent que ne peut être candidat que ceux qui ont les statuts des immoraux, des gens qui ont de faux diplômes. Ils sont sérieux. Ces messieurs-là, c'est un raté de la société. Il ne peut pas s'attaquer contre Mukwege. Mukwege est classé comme excellent au niveau international. Ce que Félix Sekedi n'aura jamais. Et lorsque vous acharnez contre le docteur Mukwege, vous lui reprochez le fait d'avoir, si c'est certain, les ambitions, développer la chaise de Félix Sekedi, d'être candidat. Ce qui veut dire que pour vous, dans votre philosophie tronquée, sale, vous considérez que ne peut être candidat que des gens qui ont de faux diplômes. Et il est surpris de voir un monsieur pondéré, structuré, intelligent, qui a un diplôme, qui a une probité morale, d'ambitionner être candidat président. C'est-à-dire que pour lui, nous sommes dans une république torchon, où les saletés doivent être mises en exergue. Voilà pourquoi je dis, il faut rétablir la société. Ce n'est pas normal. Comment les immoraux peuvent-ils s'organiser pour prendre les pays en otage? Si M. Mukwege ne peut pas être candidat, ne me dites pas que M. Félix Sekedi le mérite. Ça, on les appelle des torchons. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sous-êtres, mais ce sont les résidus de la société. Des gens qui viennent comme ça, qui se permettent... Non, je peux être en conflit d'intérêt avec le docteur Mukwege, mais je ne peux pas m'hasarder à mettre en cause son combat. Je ne peux pas m'hasarder à toucher sur sa personnalité. Dans la balance, on ne peut pas mettre Félix Sekedi Dr Mukwege. Non, mais ce n'est pas Félix qui a parlé. Et même non, mais attendez, c'est Félix Sekedi qui a envoyé son torchon. Là. Non, pas du tout. Attendez, même si on prenait le Dr Mukwege, il y a des fous du roi qui agissent comme ça. Voilà pourquoi je dis, Félix, même si on prenait le Dr Mukwege, M. Etienne Tshisekedi, il ne peut pas égaler le Dr Mukwege. M. Félix Sekedi est là, dans le firmament, il est dans le vide. Mais le Dr Mukwege a laissé ce nom gravé dans l'histoire de l'humanité. Il a le droit d'être candidat. Ne monopolisez pas la présidence. Ne monopolisez il a le droit. A-t-il l'ambition? Même s'il n'a pas l'ambition, même s'il a l'ambition, on ne peut pas lui reprocher d'avoir l'ambition d'être candidat. Mais pourquoi c'est la gêne aujourd'hui? Non, mais il n'est pas le seul. Il s'attaque contre Moïse Katumbi, il s'attaque contre Kamere, il s'attaque contre Fayulu, il s'attaque contre Matata, il s'attaque contre Dr Mukwege, ils vont s'attaquer contre moi, ils vont s'attaquer contre moi, mais alors que si on nous prend, nous, on ne peut pas nous comparer avec Félix Sekedi. C'est lui qui n'a pas su mesurer son intelligence, vous pensez qu'on va les prendre. Ces messieurs, je les considère comme les déchets de la société. Et il doit apprendre à se ressaisir. On va lui donner des miettes. Certainement, il y a $50, $100, même $1000.
Ailleurs, on ne peut pas quand même. Est-ce qu'il ne pouvait pas être interpellé? Non, mais interpellé pourquoi? Quand tu parles avec dédain des femmes et tout ça. Non, mais justement, les violences sexuelles, les agressions, non, mais lui, là, c'est vous. Il vient parler avec légèreté. Là, c'est vous. Là, c'est nous. Il y a même les mamans de l'Est qui ont réagi. Je crois, non, là, c'est vous. Là, c'est nous. Mais malheureusement, la vidéo est en soi. Non, mais attendez. Qui ne sait pas que l'UDPS était en connivence avec les RCD? On a fini. Alain Bolodjoa, on a fini cette émission. On a fini. Dit, vous n'avez ni vous, ni votre chef, ni ses ascendants, personne n'arrivera au niveau de Dr Mukwege. Alors arrêtez avec vos aventures. Si vous voulez qu'on vous prenne en charge, on les fera. Alain Bolodjoa, on a fini. Cette émission est arrivée à la fin grâce à Derrick Lonkeba et aux militants de l'EBAT qui ont accompagné Alain Bolodjoa, admiré ses belles lunettes d'Alain Bolodjoa, même quand il est énervé, il est toujours souriant. Mais au moins, il faudrait que la société ait quand même des repères, des personnes de référence. Ces personnes-là doivent être respectées, vénérées, parce qu'ils nous servent des références, des repères. Notre société souffre des références. On n'a plus des gens qui sont considérés comme des repères. On a des pervers en libre d'avoir des repères, malheureusement. Merci d'avoir suivi cette émission et abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV.